Nous enchaînons donc avec la deuxième partie de Smart Bourse. Nous sommes à présent accompagnés en plateau par Stanislas de Bayencourt, gérant associé de Sycomore Asset Management. Bonjour Stanislas de Bayencourt. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors on va essayer de comprendre avec vous également quels sont vos scénarios un petit peu dans le contexte actuel où on l'a vu en première partie, les questionnements sont nombreux, que ce soit sur les comportements des marchés ou même sur les perspectives économiques, ne serait-ce que pour l'hiver prochain sur le sol européen ou aux États-Unis. Alors je vous propose d'aborder ce sujet potentiellement sur le sol européen par le prisme du pétrole. Alors on a plusieurs pas forcément annonces, mais en tout cas nouvelles ce matin. On a pu lire dans la presse financière que Emmanuel Macron et Joe Biden se seraient entretenus à propos de potentielles nouvelles possibilités de production de pétrole du côté de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, et qu'on se rend compte que finalement ils sont déjà presque au maximum de leur capacité actuellement, ce qui alimente encore le scénario de tension énergétique à venir sur le sol européen à l'hiver prochain. En effet, quasiment à pleine capacité. Donc il y a peu de capacité disponible dans l'OPEC aujourd'hui. La demande est là, mais elle est quand même en léger ralentissement depuis le début de l'année du fait d'une croissance économique moindre. D'accord. Donc les deux s'équilibrent un petit peu. Mais plus largement, il y a un vrai sujet sur l'énergie pour les mois à venir, puisqu'on voit déjà que le gaz russe est en train de se tarir, en tout cas pour tout ce qui n'était pas sur des contrats de long terme, en termes de livraison en Europe, sur tout ce qui était en spot. Donc ça va complexifier la tâche de remplissage des réserves en projection de l'hiver. Bien sûr. Et donc la question, en fait, elle est sur tout le mix énergétique qui comprend à la fois les renouvelables, mais dont la mise en place prend des années, le temps de les construire. Il y a l'hydraulique qui est un peu en retard, malheureusement, cette année, du fait d'une pluviométrie moindre en Europe, donc on a un peu moins de capacité de ce côté-là. Et donc après, il y a le gaz, évidemment le pétrole et l'énergie qui va un peu moins pour l'électricité, un petit peu plus pour la consommation. Et enfin, la remise en service, on l'a vu récemment, de quelques centrales à charbon en France et ailleurs en Europe, même si ça reste ça devient marginal. un sujet en France aussi. C'est marginal dans le mix, c'est plutôt un sujet d'annonce pour montrer qu'on met tous les moyens de notre côté pour essayer d'équilibrer au mieux le mix énergétique en prévision de l'hiver prochain. Mais la vraie question, c'est est-ce que, par ailleurs, dans un scénario global de ralentissement, on ne peut pas avoir un coût supplémentaire dans le cas où l'énergie viendrait à être légèrement, moins disponible ou pour certaines industries limitée dans son utilisation à partir du 4e trimestre par exemple. Et donc c'est là que la question se pose un petit peu aujourd'hui, de chercher toutes les sources d'énergie disponibles, sachant que le gaz, évidemment le GNL, donc le gaz naturel liquéfié, joue à plein aujourd'hui, mais que la capacité à en ramener davantage est très compliquée, puisque aujourd'hui ce sont les bateaux qui sont sous forte contrainte. Et puis surtout parce qu'il y a des annonces politiques, le ministre de l'économie allemande qui parle du gaz comme d'une ressource rare, où on a vu les PDG des grandes entreprises énergétiques françaises appeler du coup à faire des économies. Dans la tribune du JDD, oui, voilà, exactement. Alors tout ça va un peu dans le même sens, c'est de dire voilà, on peut rencontrer des difficultés au 3e, 4e trimestre sur ces différents niveaux, donc actionner sur tous les leviers, à la fois en amont sur la diversification du mix et trouver tous les leviers d'approvisionnement possibles, et de l'autre côté, du côté de la consommation, de dire finalement même cet été, si on arrive à consommer un peu moins d'énergie, on va un peu moins tirer par exemple sur le gaz dans le mix, et donc on va permettre d'accélérer la reconstitution des réserves dans ce cadre-là. Mais est-ce que des tensions énergétiques cet hiver peuvent peser sur la croissance en zone euro ? Ça peut peser notamment sur... après va se poser la question en Europe de la répartition des ressources, parce que si on répond rapidement, le pays le plus impacté sera plutôt l'Allemagne, et en particulier l'industrie allemande. Néanmoins, on pense qu'il y aura un certain mécanisme ou des mécanismes de solidarité au niveau européen, que ce soit sur le gaz ou sur l'électricité, dans son utilisation. Donc on sait que maintenant, ce sont des marchés qui sont davantage intégrés que par le passé. Mais il peut y avoir cette question qui se pose notamment au 4e trimestre. Alors toujours sur le sol européen, donc actuellement se tient le forum annuel de la BCE à Sintra. Donc ça a été dit en introduction, il n'y a pas de crainte supplémentaire des marchés vis-à-vis de la première hausse de taux de la BCE à venir. Donc on est toujours sur 25 points de base. En revanche, il aura suffi d'une annonce d'une potentielle hausse de taux pour voir les spreads s'élargir un petit peu. Et la BCE donc, a annoncé un outil anti-fragmentation à venir. Alors on n'a pas plus d'informations pour le moment, mais on a pu entendre du coup en marge de l'ouverture du forum que la piste privilégiée serait de
retirer des liquidités du système monétaire d'un côté, donc en facilitant les dépôts des banques auprès de la BCE, pour de l'autre pouvoir aller acheter les obligations qui ont les rendements les plus élevés. Qu'est-ce qu'on peut en penser ? Alors, la BCE est dans une situation assez compliquée, c'est-à-dire qu'elle commence un cycle de hausse de taux. Parallèlement à ça, et avant ça, elle termine donc à la fin du mois de juin, donc dans 2 jours, son programme d'achat d'actifs. Bien sûr. Et donc, c'est très difficile pour elle parce que ce nouvel outil anti-fragmentation, elle ne veut pas se renier et refaire un programme d'achat d'actifs pour cet outil anti-fragmentation. Oui, parce que son objectif, c'était quand même la réduction du bilan. bilan. Elle veut essayer de le faire à isopérimètre. Après, en plus, il y a la contrainte de la clé de répartition aussi. Donc, il y a finalement beaucoup de contraintes. Aujourd'hui, on a le marché qui a testé la BCE au cours du mois de mai et du mois de juin, qui l'a forcé à réagir un petit peu en urgence. Mais pour le moment, la solution n'a pas encore été apportée. Et on pense que, étant donné le niveau de contrainte qui pèse sur la BCE, il va falloir être très imaginatif pour pouvoir le faire, tout en restant... Alors, il y a aussi l'OMT, etc. Il y a différents outils à la main de la BCE, mais dans un contexte où le but est quand même d'arrêter les programmes d'achat d'actifs nouveaux, donc les injections monétaires, et de remonter les taux, le contexte est assez limitatif. Donc aujourd'hui, clairement, il y a un test un petit peu sur la crédibilité de la BCE de ce côté-là. On a vu les spreads italiens refluer depuis ce sommet d'urgence. Depuis, ils se sont à peu près stabilisés. Mais on sent que la situation peut être très volatile et que ça va être assez compliqué pour la BCE d'être très crédible, alors qu'elle est plutôt dans un mouvement inversé de retrait de la liquidité. Alors, c'est compliqué pour la BCE, mais est-ce que c'est nécessaire pour elle de remonter ces taux aujourd'hui ? Je pose la question parce que le fait de remonter des taux ne pourra pas agir, par exemple, sur les hausses de matières premières énergétiques. Pour autant, on est dans un... C'est une très bonne question, sachant qu'en Europe, on est dans une situation qui est différente de la situation américaine. Aux États-Unis, il y a de l'inflation, notamment parce qu'il y a des pressions sur les prix de l'énergie qui se sont répercutés dans l'ensemble du système, mais il y a également une demande qui est très forte et qui induit aussi de l'inflation salariale parce que le taux de chômage est au plus bas, etc. On n'est pas dans la même situation en Europe où la grosse partie de l'inflation, elle est venue de la remontée des prix par côté offre et pas par un surplus de demande, une demande qui serait beaucoup trop dynamique, beaucoup trop forte et qui engendrerait des hausses de prix. Et donc, c'est ce qui fait que certains membres de la BCE, notamment en Italie, disent que la hausse de taux n'est pas exactement le bon outil pour le type d'inflation qu'on rencontre aujourd'hui. Le problème de la BCE, c'est qu'il y a aussi une affaire de crédibilité. C'est-à-dire que si vous ne réagissez pas quand vous avez 7 ou 8% d'inflation, vous ne pouvez pas laisser les taux à moins 0,50. C'est clairement pas le bon niveau de taux. Donc, obligatoirement, ils doivent réagir. La question, c'est où est le point d'arrivée ? Et là où on attendait peut-être 0,5 ou 1 il y a encore 3 mois, aujourd'hui, les marchés attendent entre 1,5 et 2 en taux final. Est-ce que c'est le bon outil ? Est-ce que c'est pas trop dans un contexte de ralentissement économique ? Et en même temps, la Banque centrale, il faut qu'elle reconstitue des marges de manœuvre pour les prochains cycles plus difficiles. Et ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est qu'elle est en train de normaliser sa politique alors qu'on a déjà le ralentissement monétaire qui arrive, le ralentissement économique qui arrive pour des raisons qui lui sont en partie étrangères, notamment la guerre en Ukraine et donc la remontée des prix des matières premières. Et donc on est un peu à contre-temps. Évidemment, si on avait connu l'arrivée de ces événements, il aurait fallu commencer beaucoup plus tôt. Mais en effet, la remontée de taux est pas le meilleur outil pour l'inflation, en tout cas celle qu'on connaît Europe aujourd'hui, mais il y a une obligation de réaction dans le contexte actuel de la BCE. Si on parle plus marché actuellement, alors si je regarde à très court terme, on a vu effectivement une remontée des marchés assez uniforme en fin de semaine dernière, une stabilisation hier. Aujourd'hui, on voit un certain nombre d'indices, et notamment le CAC 40, repartir à la hausse. La saison des résultats n'a pas encore commencé, ou en tout cas la grosse saison des résultats n'a pas commencé. On est dans ce qu'on appelle aujourd'hui la quiet period, donc la période dans laquelle les entreprises communiquent peu, puisqu'on approche de leur première publication de résultats. Ça va commencer à partir dans la semaine du 20 juillet aux États-Unis. Là, il y en aura un petit peu en Europe, c'est surtout la semaine d'après. Et la première semaine d'août, on aura beaucoup de semestriels qui vont tomber en Europe. Clairement, les résultats du premier trimestre étaient très bons, mais le marché est un peu passé outre en disant, voilà, entre guillemets, c'était un autre monde, c'était avant que les prix de l'énergie soient aussi élevés, etc. Et donc là, on attend un petit peu des ajustements pour l'année en cours et éventuellement pour l'année à venir de la part des entreprises dans ce nouveau contexte. Ce qu'on voit des publications qui sont parfois pour des décalages d'exercice, hier soir il y a une hike aux États-Unis, c'est que globalement
La demande ralentit un petit peu partout. Il y a des problèmes. Il y a eu des problèmes de logistique, le zéro Covid en Chine, etc., qui peuvent engendrer un peu des disruptions, soit de production, soit dans la chaîne, dans la consommation aussi. On a un peu de remontée de stock. Donc, c'est pas un arrêt net et brutal, mais globalement, partout, ça ralentit. Et on a eu quand même beaucoup de messages assez prudents dans ce sens. Et il faut s'attendre à plus de messages prudents justement pour la prochaine saison des résultats. Ou même la question, c'est que s'il n'y en a pas assez, est-ce que ce serait une mauvaise nouvelle du fait de voir que les messages prudents seraient encore plus forts au trimestre suivant ? Alors je pense qu'il y aura, ça va être très disparate en fonction des secteurs et des acteurs. On sait que par exemple pour certains acteurs, là, le deuxième trimestre, notamment dans le luxe, chez LVMH ou chez L'Oréal, où la reprise a été très forte en Chine, ou même les chiffres en e-commerce ont été excellents alors que pendant les périodes de lockdown, font qu'a priori les deux deuxième trimestre, de ce qu'on a l'air de comprendre, semble relativement bon. Sur d'autres secteurs, c'est beaucoup plus attendu. Il y a aussi l'impact de la remontée des coûts. Parce que pour les entreprises, finalement, il y a deux côtés. Il y a l'inflation qui impacte leurs coûts et l'inflation qui impacte les consommateurs et potentiellement réduit la demande. Donc c'est un petit peu... Et ça vient rogner sur les marges des deux côtés, oui. Alors d'un côté, ça renie sur les marges, de l'autre sur les volumes, et donc plutôt sur le levier opérationnel, etc. Et donc c'est un peu cette réconciliation dans cette nouvelle situation de marché pour pouvoir se projeter que le marché cherche aujourd'hui. Ce qui nous inquiète un peu, c'est qu'à ce stade, depuis 6 mois, les marchés ont beaucoup baissé sur le nouvel environnement monétaire, la forte remontée des taux d'intérêt et donc l'ajustement des multiples de valorisation à ce nouveau contexte après 10 ans de taux extrêmement bas et de politique ultra favorable des banques centrales. Donc on a fait, globalement, pas complètement, mais on a fait une partie importante du mouvement sur l'ajustement des multiples de valorisation. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il nous semble que les attentes de résultats restent encore un peu trop optimistes et un peu trop ambitieuses, en particulier aux États-Unis, et qu'en effet, des déceptions pourraient faire un petit peu la deuxième vague de baisse sur ce nouvel ajustement. Après, une fois qu'on aura fait ça, on sera dans une situation de marché où on aura ajusté les valorisations à la baisse et revu les attentes de résultats et de profitabilité des entreprises de manière beaucoup plus réaliste. Et donc, on sera dans une situation vraiment très saine et probablement on aura fait une base de départ pour l'investissement futur qui sera très favorable. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Stanislas de Baillencourt. Je rappelle que vous êtes gérant associé de Sycomore Asset Management. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce soir en direct sur Bismart à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.